Bonjour à toutes et à tous. Alors, les connexions sont en train d'arriver au fur et à mesure. Cependant, pour honorer celles et ceux qui nous font le plaisir d'être là, nous allons commencer. Et puis ceux qui arriveront un peu plus tard, arriveront un peu plus tard. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce webinaire TETU Connect. Qui est singulier en cela qu'il a lieu pendant le mois des fiertés LGBTQI+, et ce mois qui porte haut les couleurs de l'inclusion de toutes les diversités LGBTQI+, à travers la planète, en France également. Chez TETU Connect, notre fierté, c'est d'accompagner les DRH, les responsables d'INI, les directions RSE vers une meilleure connaissance de nos diversités et une amélioration continue de l'inclusion de toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui a bénéficié de nombreuses avancées depuis 1909. Ça date un peu, hein. Je n'ai pas connu cette période, mais 1909, pour vous donner une information qui est en lien avec la thématique du jour, c'est la création du congé maternité en France. Donc, c'est à partir de cette date que les femmes enceintes bénéficiaient d'un congé maternité à la naissance de leur enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vraie date importante, c'est 1909, la création du congé maternité, mais qu'en 1970, et donc tous les enfants qui sont nés avant 1970, leur maman n'a pas bénéficié de la rémunération de leur congé maternité. Le congé maternité, qui était de 8 semaines en 1970, a été rémunéré pour toutes à cette date. C'est-à-dire que tous les enfants nés avant 70 ont coûté 8 semaines de salaire à leur maman. C'est bon de le savoir. Et la loi a bien évolué puisque la dernière en date, c'est l'accès à la PMA élargi à toutes les femmes cisgenres qui a été votée à l'été 2021. Donc, ce sujet de la parentalité, c'est un sujet qui est en constante évolution dans nos sociétés et c'est un sujet qui également vient percuter ou adresser l'entreprise avec toutes ces évolutions qui arrivent au gré des années. Alors, comme il est souvent répété, la famille, c'est le socle fondateur de la société. Mais qu'en est-il lorsque nous vivons, comme nous en France, dans une société de droit ? Est-ce que faire famille est un acte biologique, scientifique, amoureux ou légal ? Comment l'entreprise interagit avec les familles, avec celles et ceux qui les constituent, et dont le modèle a largement évolué du simple couple hétérosexuel tel qu'il était identifié dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, toutes les diversités possibles et tous les modèles de représentativité de famille. Alors, pour essayer de répondre à ces questions et débroussailler un peu le sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir autour de vos écrans 3 personnes inspirantes. Alors, je vais commencer par un homme, Florent Rispoli, qui est Global VP Human Resources. Donc, ça veut dire gestionnaire RH. Faut pas non plus que je me la pète de trop dans le groupe Accor. Béatrice Denès, qui est enseignante et conseillère pédagogique à l'école de journalisme de Sciences Po. Et Anne-Sophie Brinvautier, qui est enseignante-chercheur en droit à l'Université de Grenoble. Alors, bonjour à tous les 3, bienvenue parmi nous. Je vous ai présenté avec un titre officiel qui est sur vos cartes de visite ou sur votre profil LinkedIn, mais j'aurais pu vous donner un autre titre. Pour Florence, ça aurait pu être « Devenir père et être amoureux de son mari est un parcours pas si simple ». Pour Béatrice, ça peut être « Être le père de mes enfants et une grand-mère pour mes petits-enfants ». Et enfin, pour Anne-Sophie, c'est quand le désir de famille se confronte aux limites du droit. Alors, au gré de ces échanges, vous n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Nous y répondrons autant que possible, soit adressées à toutes et tous, soit à l'un ou l'une ou l'autre de nos intervenants.
Alors, on va partir d'un point de vue général et ma première question va s'adresser à Anne-Sophie, puisque nous sommes dans une société de droit. Anne-Sophie, en termes de droit, une famille, c'est quoi? Bonjour à toutes et tous. Merci Nicolas pour cette question. Alors là, j'ai 1 minute, c'est ça, pour répondre à cette vaste question. Alors, pour tenir le timing, je vais essayer de vous brosser à grands traits ce qu'est donc une famille au sens du droit. Alors, au sens du droit uniquement, hein, la famille, elle repose sur 2 piliers. C'est l'alliance pour le premier et la parenté pour le second. C'est l'alliance ou la parenté. En d'autres termes, pour dire les choses autrement, 2 personnes sont unies par un lien de famille s'il existe entre elles ou un lien d'alliance ou un lien de parenté. Alors, le lien d'alliance, c'est celui qui est créé par le mariage. Quand vous épousez une personne, vous créez une famille verticalement avec cette personne, mais également, il faut en avoir conscience, avec une partie de la famille de cette personne, puisque vous devenez membre de la famille des parents de votre conjoint et des frères et sœurs de votre conjoint. Et ça, c'est le lien d'alliance. Ce lien d'alliance, il n'est créé que par le mariage. C'est-à-dire que lorsque vous concluez un pax avec quelqu'un d'autre, le pax, c'est un engagement juridique avec des droits, des obligations, etc. Mais vous ne créez pas une famille. À côté du lien d'alliance, vous avez le lien de parenté. 2 personnes forment une famille si un lien de parenté les unit. Parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, etc. Un lien de parenté reconnu par le droit. D'accord? Parenté établie juridiquement. Voilà ce qu'est une famille en droit. D'accord. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Donc, c'est tout simple, une famille. Il suffit de se marier, de bien s'entendre avec les frères et sœurs ou les parents de son conjoint, et tout ça fait famille. Si on revient sur la cellule familiale, une famille, est-ce que on peut la résumer à des parents et des enfants, quel que soit le lien d'union entre les parents? Alors, à partir du moment où il existe un lien de parenté, il existe une famille, mais de manière verticale, vous voyez, entre l'enfant et le parent. Après, les parents peuvent ne pas être mariés. Et si les parents ne sont pas mariés, ils ne forment pas une famille entre deux, horizontale, mais il y a une famille avec l'enfant. C'est un peu curieux, mais c'est le droit. Oui, alors justement, pour essayer de clore ce chapitre simplement compliqué de la famille, un enfant qui a 2 parents non mariés, c'est une famille sur la base de l'enfant, mais ce n'est pas une famille sur la base des parents. Exactement. Il n'y a pas de lien d'alliance, donc pas de famille entre les parents et leurs familles respectives. En revanche, une famille avec l'enfant. Donc, on peut presque dire que l'adage populaire que le plus important, c'est l'enfant, y compris pour faire famille, c'est l'enfant qui est le point commun entre les parents pour faire famille. Qui peut l'être, en tout cas. Qui peut l'être, au choix des parents. Alors, est-ce qu'il est exact de dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je l'ai rappelé en introduction, le schéma de la famille a largement évolué. Nous avions les familles hétérosexuelles ou hétéronormées dans les années 70 et bien avant, évidemment. Aujourd'hui, on a des modèles familiaux beaucoup plus divers. Est-ce qu'on peut fonder une famille seule? Il est possible d'être parent d'un enfant seul, soit par choix, soit par accident de la vie. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que toutes les parentalités ont une même existence en termes de droit, excepté la GPA? Alors, en fait, il existe en droit une différence entre la parenté et la parentalité.
La parenté, elle désigne le lien de filiation, celui qui fait famille, celui qui inscrit l'enfant dans une généalogie. La parentalité, elle renvoie plutôt au rôle éducatif qu'une personne peut avoir vis-à-vis d'un enfant. Et je vous explique pourquoi ça peut vous intéresser. Pendant très longtemps, il ne pouvait pas y avoir de parenté homosexuelle à deux. Il y avait une personne qui était le parent de l'enfant et le compagnon ou la compagne ou à l'époque le mariage n'était pas admis, n'était pas le parent parce que ça n'était pas autorisé, mais il avait un rôle éducatif. Alors, le droit permettait, on va dire, est-ce que je peux dire un bidouillage? Voilà, utiliser des éléments pour reconnaître quand même un rôle à celui ou celle qui se comportait comme un parent, qui avait ce rôle éducatif et lui donner à la fois des droits et des devoirs. Mais aujourd'hui, ce qu'on a reconnu, c'est une vraie parenté. Alors, on l'a reconnu d'abord en 2013 en permettant et le mariage aux couples homosexuels et l'adoption. Et puis, on l'a reconnu, on l'a étendu encore en 2021 en permettant aux couples de femmes d'avoir accès à l'assistance médicale à la procréation. Reste le cas de la gestation pour autrui. Alors, qu'elle concerne un couple hétérosexuel dont la femme ne peut porter l'enfant, qu'elle concerne un couple d'hommes ou un homme seul, qui est évidemment par nature dépourvu d'utérus, peu importe le cas dans lequel elle est sollicitée, elle est interdite. Elle est interdite sur le sol français. Mais ce qui n'est pas possible d'obtenir sur le sol français, il est possible de l'obtenir à l'étranger. Et là, évidemment, ça a été terrible pour le droit, puisque d'un côté, on l'interdit sur le sol français, mais d'un autre, des enfants sont conçus au terme de convention de gestation pour autrui. Ces enfants, ils reviennent en France et ces enfants, il faut les inscrire dans une parenté. Ils ont besoin d'avoir des parents. Le droit français a donc cédé d'une certaine manière en acceptant que la filiation soit établie à l'égard de ceux qu'on appelle les parents d'intention, ceux qui ont eu ce projet parental, à condition que la gestation pour autrui ait été valablement réalisée à l'étranger, c'est-à-dire qu'elle ait été réalisée dans un État qui ne prohibe pas la gestation pour autrui. Et alors, on va revenir juste après sur le sujet de la gestation sur autrui et du désir de faire famille. On va jouer une précision concernant la PMA pour essayer de faire tomber quelques idées préconçues. La PMA, il y a une maman qui va porter l'enfant et une maman qui ne le portera pas. C'est ça. En termes de droit, pour la maman qui porte l'enfant, il y a zéro souci, puisque la mère qui porte l'enfant est reconnue de fait comme mère. Qu'en est-il de la mère qui ne porte pas l'enfant? Donc, ça veut bien dire, tout à l'heure, vous disiez que l'assistance médicale à la procréation est ouverte aux femmes cis. En réalité, l'AMP est ouverte à tout couple de femmes. Après, tout dépend de qui souhaite porter l'enfant. Donc, dans un couple de femmes, c'est la femme cis qui va porter l'enfant parce que la femme trans n'a pas d'utérus. Mais évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a une femme trans dans le couple qu'elles n'ont pas accès à la PMA. D'accord? Voilà. Alors après, pour cette mère qui n'accouchera pas de l'enfant, sa filiation sera établie par une reconnaissance préalable que le couple de femmes aura réalisée devant notaire. Et cette reconnaissance préalable conjointe sera transmise à l'officier d'état civil qui, grâce à ce document, pourra inscrire dans l'acte de naissance de l'enfant deux mères, celle qui a accouché
et l'autre. D'accord. Ben, merci beaucoup Anne-Sophie pour toutes ces explications. C'est très clair, pas forcément simple, mais c'est très clair. J'espère que vous avez toutes et tous bien compris. Je vous poserai quelques questions en fin de webinaire pour savoir si tout est bien imprimé. On va revenir sur un sujet plus personnel et je vais passer la parole à Florent. Florent, qu'est-ce que ça représente pour toi de fonder une famille? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de faire famille? Alors, je peux préciser ta situation personnelle. Tu es très amoureux de ton mari. Oui, déjà, c'est le premier socle. Merci, Nicolas, pour l'invitation. J'aurais peut-être une remarque après, Anne-Sophie, sur ce que vous disiez, peut-être avant, juste de rentrer dans le sujet, sur l'ouverture ou le fait que le droit en France a lâché sur la reconnaissance des enfants GPA. Effectivement, le droit aujourd'hui aide les parents qui viennent d'un parcours de GPA, mais ce n'est pas automatique, en fait. Souvent, il y a des refus avant que ce soit automatique. Donc, je trouve que c'est important de le signifier parce que mon cas personnel, je vais y rentrer. Maintenant, je suis donc amoureux de mon mari et j'ai un projet de famille que j'avais même avant lui, c'est-à-dire même depuis assez jeune. Je ne peux pas trop répondre à la question, mais j'ai toujours eu cette envie, en tout cas naïve et utopiste, en tout cas plus jeune quand j'ai découvert ou quand j'ai assumé mon homosexualité, de me dire que de toute façon, j'aurais toujours une famille sans savoir comment j'aurais cette famille. Mais en tout cas, c'est une idée qui ne m'a jamais quitté. Et puis, forcément, en vieillissant ou en devenant de plus en plus mature, cette envie-là s'est renforcée. Et donc, il a fallu regarder un petit peu dans toutes les options. Donc, les options qui se sont offertes en fonction de comment évoluait aussi la loi, la possibilité à un moment donné de pouvoir adopter. Mais il est vrai que quand vous sortez de la réunion d'information sur l'adoption en tant que couple homo, vous vous dites ce sera probablement pas l'option envisagée parce que finalement extrêmement longue et quand même assez complexe. Parce que votre dossier ne sera pas en haut de la pile. Et puis, les critères qui sont mis en place par certains pays, en tant que couple homo, on ne vous ouvrira pas la possibilité d'adopter. Donc, du coup, vous éliminez un certain nombre d'options. Et on est arrivé assez vite dans mon cas et avec mon mari sur le cas de la GPA, donc la gestation pour autrui. Donc là, vous avez les premières questions qui sont la première question. Malheureusement, mais je l'aborde là parce que c'est important. La première question est quand même une question assez rapidement qui est une question financière. Parce que c'est un coût qui est énorme. Et donc, en cela, ça crée clairement une forme de discrimination pour les couples d'hommes qui ont envie d'avoir un enfant, parce que le coût est très important. Donc, il faut déjà mûrir et se dire comment on finance cet aspect-là. Et après, le côté que moi j'ai eu ou qu'on a eu avec mon mari, en tout cas, de confiance et de se dire où on fait ça. On entend parler de l'Ukraine, on entend parler des États-Unis, du Canada, d'un certain nombre de pays. Et donc, du coup, c'est la confiance que vous avez dans les acteurs que vous allez interroger. Et en tout cas, pour rentrer dans mon cas, on s'est orienté vers les États-Unis qui offrent, de notre point de vue, un cadre à l'américaine assez strict et peut-être un peu rigide, mais en tout cas qui a le mérite, je pense, en tout cas c'est pour ça qu'on s'est orienté vers les États-Unis, de sécuriser tous les parties prenantes, à savoir la femme porteuse, la donneuse, et nous en tant que parents et l'enfant. Donc cette sécurité, elle a un coût, parce que les États-Unis est un pays où c'est le plus cher, mais aujourd'hui, ce que signifie, pour revenir à ta question, faire famille, aujourd'hui, c'est moi avec mon mari, lancé dans un process de GPA aux États-Unis, avec tout un parcours de réflexion en amont et ensuite de choix de différents acteurs. Et la GPA, c'est un choix d'un centre de fertilité qui vous aide à trouver une donneuse que vous choisissez, qui vous permet de construire, de fabriquer, je ne sais pas comment on peut dire, des embryons. Concevoir, voilà, très bien. Concevoir des embryons. Et ensuite, un autre acteur qui est souvent, je parle d'un parcours classique, une agence qui vous aide à être matché, mis en relation avec une femme porteuse. Et là, c'est la femme porteuse qui choisit le couple. Donc, vous vous êtes proposé, mais ce qui est intéressant et ce qu'on a trouvé aussi rassurant et positif dans la démarche, en tout cas par rapport à tous les discours qu'on peut avoir en France, où on est dans un pays où c'est interdit, etc. Ça vous accompagne quand même tout ça dans le parcours, parce que vous savez que vous êtes dans un pays où c'est interdit et vous êtes en train d'œuvrer dans un autre pays. Donc voilà, il y a des choses qui vous rassurent ou pas. En tout cas, le fait que la femme porteuse choisisse le couple, pour nous, a été plutôt quelque chose d'assez positif, d'assez intéressant et important. Et quelque chose que j'ai envie de souligner aussi, c'est que dans le cadre de mon job, alors moi, je suis DRH au sein du groupe Accor, donc il y a plein de DRH, il y a plein de collaborateurs.
Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas non plus, dans le cadre de la GPA, que la donneuse n'est pas la femme porteuse, ou que la femme porteuse, en tout cas, n'est pas la mère biologique de l'enfant. La mère biologique de l'enfant, c'est la donneuse, et la femme porteuse ne fait que porter l'enfant. Donc aujourd'hui, voilà, ce que ça signifie pour moi, la famille, c'est effectivement d'arriver à avoir un enfant avec mon mari et voilà, de pouvoir construire comme tout le monde une famille. Le parcours est plus compliqué. Aujourd'hui, pour nous, il n'est encore pas achevé. Hein, on vient juste de matcher avec une femme porteuse qu'on a eu la chance de pouvoir rencontrer parce qu'on a les moyens de pouvoir aller aux États-Unis. Donc, du coup, on a pu créer ce premier lien physique. Et juste pour terminer là-dessus, ce qui nous a beaucoup touché, ce qui est assez impressionnant, parce qu'encore une fois, vous êtes dans un pays où c'est interdit, que vous allez rencontrer des personnes qui se donnent pour vous, mais c'est au-delà d'un projet personnel. Nous, on a rencontré sa famille, son mari, ses enfants, aussi, qui sont extrêmement engagés dans la démarche que la mère entreprend effectivement de son côté. Mais voilà. Donc nous, on est en tout cas dans cette démarche-là de GPA, interdite en France, et on sera confronté au droit quand on rentrera avec notre enfant pour légaliser notre famille existante en fait. Merci beaucoup, Florent. Alors, en effet, tu as appuyé le propos qui avait été éclairé par Anne-Sophie en début de cet échange, et je réappuie une fois dessus. La GPA est bien interdite en France. L'acte de GPA est bien interdit en France. Il n'est pas interdit d'aller réaliser une GPA dans un pays où c'est légal. Ça, c'est important de le repréciser. Et je voudrais aussi vous apporter un éclairage. Aujourd'hui, le pourcentage de couples de même sexe allant jusqu'au bout d'une procédure d'adoption, c'est un pourcentage où le premier chiffre est après la virgule et après le premier zéro. Donc, autant dire que c'est infinitésimal. Preuve en est, un couple d'une personne qui a témoigné récemment sur un autre sujet, qui vient de perdre son agrément, donc ils repartent sur une procédure pour de nouveau avoir un agrément, qui va être valable plusieurs années, mais au terme de ce nouvel agrément, s'ils n'ont pas réussi l'adoption, ils ne pourront pas en avoir un, puisque l'un des deux aura passé l'âge maximum autorisé pour adopter en France. Donc on est sur des procédures extrêmement compliquées pour faire famille. Alors, une fois tout ce paysage brossé, une fois que Florent, tu nous as expliqué ton désir et comment il était possible de faire famille lorsque l'on est deux hommes, tu vas néanmoins continuer à travailler pour pouvoir continuer à aller aux États-Unis, pour pouvoir continuer à financer ce désir de famille. Et aujourd'hui, on peut dire que le monde du travail évolue. Parfois avec le droit, parfois à côté du droit et parfois un peu plus vite que le droit. Et en termes d'accueil de l'enfant, on peut dire que le monde du travail a plutôt évolué positivement, puisque je parle des grandes entreprises. Il n'est pas toujours facile d'avoir les mêmes avantages sociaux dans des entreprises de moyenne taille ou de plus petite taille. L'accueil de l'enfant est aujourd'hui accompagné d'un congé spécifique qui porte ce nom. Est-ce qu'il existe un tel dispositif chez Accor et est-ce que tu peux nous en parler, Florent? Oui, évidemment. Forcément, en tant que DRH, j'avais une position plutôt assez bonne pour essayer de pousser en tout cas ce genre de congé qui n'existait pas en fait chez Accor jusqu'à janvier 2022, donc c'est assez récent. Ma situation personnelle m'a amené forcément à plein de questions sur comment je vais accueillir mon enfant, et donc j'aurai droit à un congé paternité, mais vu le parcours pour arriver à avoir un enfant, le coût pour arriver à avoir un enfant, il était assez évident pour moi que j'avais besoin de temps pour pouvoir l'accueillir. Donc ça a été une question un peu personnelle qui ensuite pour moi s'est élargie en me disant il faut que je fasse évoluer les dispositifs dans mon entreprise où aujourd'hui un couple surtout d'hommes n'a droit à rien. Donc c'est une discussion qu'on a eue avec les partenaires sociaux, puisque du coup on a calé ça en fait dans notre accord de négociation, notre accord égalité homme-femme, où on a intégré un article de parentalité qui offre aujourd'hui, notamment aux couples d'hommes de même sexe, un congé qu'on a appelé accueil de l'enfant, ce qui n'est pas le cas dans d'autres boîtes, mais qui s'appelle le congé accueil de l'enfant, de 10 semaines, qui est un peu l'équivalent
congé post-natal. Ce qui était un peu marrant, c'est que j'avais un peu une double casquette de collaborateurs qui auraient voulu avoir 16 ou 18 semaines. Et en même temps, en tant que DRH, voilà, je devais temporiser. C'est une première grosse marche pour le groupe Accor, sachant que ce dispositif ne s'applique Tu as dit 10 semaines, c'est ça? 10 semaines aujourd'hui. Oui. Qui s'applique à tous les collaborateurs en fait, du siège monde. Donc, on n'extrapole pas encore en se disant c'est toutes nos marques et tous nos hôtels. Aujourd'hui, on y va étape après étape. Et on parle juste des collaborateurs du siège, c'est à peu près 2000 personnes. Et l'idée, c'est de pouvoir l'étendre à nos filiales. Mais déjà, c'est une grosse avancée. Mais le petit élément que j'ai envie de rajouter, c'est que du coup, ça a été quand même assez facile. J'ai cru que ce serait très compliqué. Au final, ça s'est fait franchement en 3 mois. J'ai fait un peu de lobby auprès des partenaires sociaux pour tester un petit peu comment les négociations se passeraient. Et surtout, j'ai voulu évacuer le débat sur la GPA. Et en fait, j'ai positionné dans les échanges et dans la négociation surtout l'enfant au cœur de cela. En fait, de dire l'enfant, il a droit au même accueil qu'un autre enfant d'un couple hétéro, quelle que soit sa méthode de procréation et la configuration de sa cellule familiale. Et c'est vraiment ces 2 éléments que j'ai mis en avant. Alors, je ne sais pas si c'est que cela qui a poussé. Je pense que j'étais dans un environnement où à la fois les partenaires sociaux et la direction m'ont suivi, ont été assez open. Donc, du coup, ça s'est fait assez facilement. Et un dernier élément, avant de lancer tout ça, je suis arrivé avec un petit benchmark. Je n'ai pas lancé un grand benchmark, mais j'ai contacté dans mon réseau HR. Et j'ai constaté, ça c'est une constatation que j'ai faite, que beaucoup de grosses entreprises ont avancé sur ce sujet, mais beaucoup de filiales de boîtes américaines. C'est beaucoup les boîtes américaines avec des filiales françaises qui ont avancé. Il y a quelques boîtes françaises qui ont avancé. Sanofi, récemment, je crois que c'était l'année dernière, en décembre, ils ont communiqué là-dessus. Sanofi, AXA, BNP Paribas, Schneider Electric, Orange. Donc, les boîtes françaises ne sont pas à la traîne par rapport aux boîtes américaines. Mais ça reste de grandes entreprises à chaque fois. Oui, exactement. Et mon idée, parce que du coup, j'ai aussi rejoint une association qui s'appelle l'APGL, qui est l'association des parents gays et lesbiens. Et on essaie de créer une commission avec des entreprises pour essayer de se dire que plus d'entreprises iront dans ce sens-là et plus on pourra influencer le législateur et acter avec des droits supplémentaires pour l'enfant, quelle que soit sa méthode de procréation et sa cellule familiale. Alors, j'ai une question. Merci beaucoup, Florent. J'ai une question qui te revient. Et c'est un homonyme, puisque c'est un autre Nicolas qui la pose et qui demande si les 2 papas travaillent chez Accor. Est-ce que chacun d'eux a le droit à 10 semaines? La théorie voudrait que oui. En pratique, j'attends le premier exemple, mais en théorie, oui. En théorie, oui. D'accord. Donc, c'est chaque parent a le droit à 10 semaines de congé d'accueil de l'enfant. Ouais. Ah, j'ai une information que je n'avais pas, mais la mairie de Paris a octroyé 10 semaines au conjoint d'un second papa. Et donc, ce n'est pas uniquement les grands groupes. C'est vrai. Je concède. 40 000 collaborateurs, ça commence à faire une belle entreprise. On va donner la parole à Béatrice. Béatrice, je t'ai présenté comme étant le père de tes enfants et la grand-mère de tes petits-enfants. Alors, est-ce que tu peux un peu et rapidement, s'il te plaît, brosser ce portrait qui m'amène à te définir ainsi? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, en fait, je suis le père de 2 charmants enfants de 37 et 39 ans quand même, et grand-mère de 2 non moins charmants petits-enfants de 4 et 7 ans. Alors, pour revenir quand même très rapidement sur mon histoire, donc en fait, vous l'avez deviné, évidemment, je suis une personne trans. Donc en fait, c'est là, vers l'âge de 4-5 ans, en fait, que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui collait pas. Or, dans les années 60, évidemment, on ne parlait pas de transidentité. Donc voilà, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, si ce n'est que j'enviais les filles de mon école. J'avais la chance d'être dans une école mixte publique, ce qui était plutôt rare à l'époque. Et en fait, j'ai subi évidemment le harcèlement dans la cour de récréation de la part des garçons, puisque j'étais quasiment jamais avec eux, je n'aimais pas les jeux de garçons.
Et en fait, j'ai sombré dans une espèce de mal-être, d'hyper-timidité, d'hypersensibilité. J'ai rejeté carrément le monde. Je parlais plus qu'à mes parents. Donc voilà, tout ça pour dire, dans petite parenthèse, hein, actuellement on est en train de fustiger, de stigmatiser les enfants trans et certaines parties un peu réactionnaires parlent d'épidémie, de lubie ou tout ce qu'on veut. En fait, à mon époque, et puis d'influence de lobby, réseaux sociaux, à mon époque, tout ça n'existait pas et pourtant je ressentais cette transidentité sans pouvoir mettre un mot là-dessus. Donc en fait, bon, je passe les étapes évidemment, mais arrivé en tout cas à l'adolescence et puis jeune adulte, en fait, j'avais deux objectifs. L'un, c'était de devenir journaliste, bon, je l'ai réussi, et deux, c'était de fonder une famille. Donc c'était pas facile parce qu'en fait, je me posais des questions sur moi. Est-ce que j'étais un garçon? Est-ce que j'étais une fille? Est-ce que j'étais un monstre? Et ça, pour le coup, j'avais plus de copains, mais en fait, ça n'arrivait jamais, entre guillemets, à se concrétiser, comme on dit, jusqu'à ce que je rencontre celle qui allait devenir ma femme, donc qui est vraiment la femme de ma vie, puisqu'en l'occurrence, je n'en ai pas connu d'autres, hormis une ou deux petites expériences de soirée, et qui est toujours ma femme d'ailleurs, et ça, pour le coup, je l'en remercie vraiment. Et donc, en fait, on avait évidemment, tous les deux, bon, j'utilisant encore le masculin pour moi à l'époque, envie de fonder une famille. Donc en fait, on a fondé une famille, mais quand ma femme, Christine, a été enceinte, où j'avais réussi finalement à élaguer, à retirer tout ce qui était pour moi les questions de transidentité, et encore une fois à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, ce que je sentais, ce que je ressentais, le fait de me sentir en fait intérieurement une femme, mais d'être physiquement un homme. Et en fait, le mariage avait un peu calmé tout ça, sauf que c'est revenu, alors là, vraiment au grand galop, notamment quand ma femme a été enceinte, et où là, j'ai vraiment vécu, mais vraiment, la grossesse par procuration, avec une énorme tristesse que ce soit pas moi qui donne la vie, parce que je trouve que c'est certainement ce qu'il y a de plus beau au monde, et la plus belle chose qu'on puisse faire, et c'est les femmes, il n'y a que les femmes qui puissent le faire, et, et me sentant femme, c'était vraiment une énorme tristesse. Bon, on va passer là-dessus. Et après, le premier enfant était une fille, le deuxième un petit garçon, donc ils ont bien grandi tous les deux. Mais en fait, j'ai eu vraiment une relation très fusionnelle avec ma fille, ce qui fait d'ailleurs que, bon, moi je ne me rendais pas compte que mon fils, intérieurement, le vivait plutôt mal, alors que pour moi, il n'y avait pas de différence entre mon fils et ma fille. Mais simplement, d'ailleurs, quand je lui ai révélé ma transidentité, il m'a dit d'un seul coup, ah, mais je comprends mieux. Et en fait, ce qu'il comprenait mieux, c'était ce sentiment, ce qu'il ressentait, cette impression qu'en fait, je préférais ma fille à lui, ce qui, encore une fois, pour moi était faux, mais lui, il le ressentait, donc pour lui, c'était vrai. Et d'un seul coup, le fait que je lui révèle ça, ça a été vraiment ça a vraiment été une révélation et ça lui a permis d'expliquer beaucoup, beaucoup de choses qu'il avait un peu de mal à comprendre. Alors ensuite, évidemment, donc je l'ai annoncé à mes enfants, ma transidentité, il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, bon, on y reviendra après sur le problème du monde du travail. Et, et puis, il y a eu aussi le premier petit enfant qui, dans un premier temps, évidemment, m'a connu homme. Mais il a eu la bonne idée de ne jamais m'appeler papy, ça c'était plutôt pas mal. Il m'a appelé très vite Dada. Bon, d'ailleurs, c'est un peu l'expression de tous les enfants quand ils démarrent, qu'ils ne savent pas trop parler. Mais finalement, on a gardé cette expression. Mais simplement, quand j'ai quitté Radio France, que là vraiment j'ai vécu ma vie de femme tous les jours, on s'est dit, une question forcément, puisque d'un seul coup, Dada homme va devenir Dada fille. Donc j'avais posé évidemment la question à la psychiatre qui me suivait. Elle m'a dit, en fait, pour les jeunes enfants, il n'y a aucun problème, il faudra simplement l'expliquer. Donc on lui a expliqué, je lui ai expliqué, et si bien qu'en fait, s'il me voyait en semaine, puisque je travaillais encore aussi à l'époque, il me voyait Dada garçon, et puis le week-end, où comme ma famille était au courant, j'étais femme, donc il y avait Dada fille. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Sinon, bon, en deux mots aussi, évidemment, comment je suis appelé, mon fils, dans un premier temps, je me souviens toujours de cette anecdote, on était dans le métro ensemble, puis à un moment donné, il me dit dis papa, en fait, bon, sauf que évidemment, j'étais femme, je me suis dit, si le wagon a tout entendu, ils vont pas comprendre pourquoi il m'appelle papa. Ma fille, elles m'ont adopté très vite le terme de dada,
Voilà. Il y a aussi le fait que, par exemple, sur les papiers, alors les papiers d'identité, évidemment, maintenant, je suis Béatrice, sexe féminin, mais il n'empêche que j'ai pas fait changer, que j'ai pas voulu me lancer dans un combat compliqué j'ai pas fait changer le livret de famille, ni évidemment les actes de naissance de mes enfants. Mais là, ça pose une vraie question aujourd'hui parce qu'en fait, bon, moi, à mon âge, j'allais dire, bon, je vais pas me lancer dans ce type de combat, mais bon, je suis coprésidente aussi de l'association Trans Santé France. Et dans cette association, il y a pas mal de jeunes parents, enfin en tout cas plus jeunes que moi, et qui voudraient qu'en fait, notamment de femmes trans, qu'elles soient reconnues comme mères aussi, que ce soit indiqué sur les papiers, comme tu disais tout à l'heure, Anne-Sophie, qui est deux mamans. Et ça, pour l'instant, c'est compliqué. J'avais envie de te poser la question, d'ailleurs, Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Est-ce qu'on va pouvoir l'obtenir? Est-ce qu'on peut l'obtenir à l'heure actuelle? Ou en termes de filiation, il y a encore des choses qui doivent changer? Pour l'instant, le législateur n'a pas organisé toutes les conséquences du changement de sexe à l'état civil, et il s'est contenté de dire que les états civils seraient modifiés essentiellement pour l'avenir. Néanmoins, il y a un vrai hiatus effectivement pour des personnes qui souhaiteraient, toutes ne le souhaiteraient pas d'ailleurs, mais qui souhaiteraient que les actes de naissance précédents soient conformes à leur sexe d'aujourd'hui, voilà, ou à leur genre d'aujourd'hui. Et pour l'instant, ça n'est pas possible sur le papier, mais il y a une pratique qui est en train de se développer, des accords qui sont passés, notamment avec les procureurs de la République, pour qu'il y ait une rectification sur les actes d'état civil. Après, il faut voir en fonction de l'âge des enfants, parce que normalement, on ne peut pas modifier ni un prénom, ni un nom sans le consentement de l'enfant sur son acte de naissance. Donc, faudrait que l'enfant consente, mais ce qui serait envisageable dans un certain nombre d'hypothèses. Mais ça fait partie des questions que le législateur n'a pas su ou n'a pas voulu aborder. Ça fait partie des sujets qui sont encore... Ça fait partie des sujets qui seront encore explorés. Oui, Béatrice, et après, je vais passer la parole à Florence sur un autre sujet. Un seul mot pour dire qu'en fait, évidemment, notre couple a changé, puisque ma femme avait épousé un homme qui était une femme au fond d'elle, mais elle ne le savait pas. Donc, elle a, heureusement pour moi, puisque quand je lui ai annoncé, ça a été très dur pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'elle me dise, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est là que je me suis dit qu'a priori, elle était plutôt favorable au fait qu'on reste ensemble, parce que moi, je souhaitais pleinement, en fait. Et puis, elle a eu cette petite phrase pour l'anecdote de me dire, de toute façon, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Je lui ai rétorqué qu'évidemment, pour le pire, c'était très gentil. Mais voilà, avec aussi cette petite précision, c'est on continue à vivre ensemble, évidemment, mais simplement en disant qu'elle n'est pas lesbienne. Donc, évidemment, ça pose aussi un certain type de questions. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça change beaucoup de choses, évidemment, dans notre vie commune. Mais pour le reste, on est toujours ensemble, on vit ensemble, et on est très heureuses toutes les deux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais faire un petit aller-retour avec l'échange précédent qu'on a eu que nous avons eu avec Florent, puisqu'il y a eu des questions qui sont arrivées et des informations. Alors, Cocorico, 14 semaines minimum de congé d'accueil de l'enfant chez Sanofi. Donc, les entreprises françaises sont à la pointe sur le sujet. Je partage l'information. Donc, on est aujourd'hui pour les grandes entreprises ou les grandes administrations, sur une volonté vraiment d'accompagner au mieux l'accueil de l'enfant pour leurs collaboratrices, collaborateurs, agentes ou agents. Mais j'avais une question, c'est pas moi qui l'ai d'ailleurs, elle vient du chat. Une question déjà en deux temps. Premier temps, si les deux papas ont 10 semaines, ça fait plus de congés que pour un couple hétérosexuel. En fait, c'est comme la loi. En fait, nous, on a mis en place notre dispositif pour le moment et on n'a encore pas concrètement les choses. Donc, tout à l'heure, je disais qu'en théorie, c'était le cas.
Maintenant, dans la pratique, on est en train de voir effectivement comment limiter ça pour pas tomber effectivement dans une sorte de discrimination positive. Donc, j'y vais un peu avec des pincettes. Quand j'ai répondu tout à l'heure, c'était à Nicolas en disant qu'effectivement, en théorie, oui. Maintenant, dans la pratique, on va voir comment on va probablement amoindrir ça pour donner la possibilité à un seul des parents. Mais si on avait un couple, alors ça n'a rien à voir, mais un couple de lesbiennes où les deux mères pouvaient porter l'enfant une fois et après l'autre, on serait dans des trucs similaires, mais d'une maternité après à une autre. Après, il y avait une autre question, je pense que je l'ai vu sur le chat, sur le justificatif qu'on va demander. Je ne sais pas si tu l'as vu, Nicolas. Oui, j'ai vu, et justement, c'était alors il y a le papa, on va dire biologiquement reconnu. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté à justifier de sa paternité, mais si on a affaire au papa, au mari du papa biologiquement reconnu, comment justifie-t-il de sa paternité? En fait, ça, on l'a posé, mais pour le moment, on va être assez simple. On va demander une attestation sur l'honneur. Donc, attestation sur l'honneur avec probablement un document qui montre que les deux parents sont en couple ou concubins ou mariés pour pouvoir justifier, mais on n'a pas envie de créer une usine parce qu'en même temps, on sait très bien que ce ne sera pas un volume extrêmement important aussi de ces situations-là. Donc, si je peux dire quelque chose, oui. Je peux peut-être compléter. Il y a un certain nombre d'États, et c'est le cas des États-Unis, dans lesquels la procédure de gestation pour autrui est bien organisée. Et alors, aux États-Unis, ça dépend des États, mais en Californie, en tout cas, c'est un jugement qui va inscrire l'enfant dans cette double parenté, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, peu importe. Ce qui fait que quand vous revenez en France, vous avez ce jugement qui témoigne de la double filiation réalisée aux États-Unis. Alors certes, le jugement est en anglais, ce qui peut poser problème dans certaines administrations, mais enfin dans le groupe Accor, j'imagine que tout le monde est à même de lire le jugement. Voilà. Donc c'est facile comme preuve. Et merci de cet éclairage supplémentaire, et je vais profiter de répondre à une autre question, mais c'est Anne-Sophie, parce qu'on en a parlé en préparant cet entretien. Philippe dit, aux USA, je suppose que vous avez obtenu un pre-birth certificate, donc un certificat pré-naissance, mais en France, on peut aussi se déclarer comme reconnaissant un enfant avant sa naissance. Oui, tout à fait. Vous pouvez faire une reconnaissance prénatale, quelle que soit la situation. C'est ce qu'on conseille également au père d'un futur enfant qui n'est pas marié avec la mère, pour que la filiation soit établie s'il décède, malheureusement, avant la naissance de cet enfant. Et pour les couples de lesbiennes, les couples de femmes, même si elles sont mariées, il est recommandé de le faire, puisqu'aux yeux de la loi française, n'est la mère que celle qui porte l'enfant. Alors, c'est pas recommandé, c'est obligatoire en fait. C'est-à-dire que… J'étais volontairement maladroit dans mon propos. Pour que ce couple ait accès à l'assistance médicale à la procréation, puisqu'elles auront recours à un tiers donneur, pour que ce couple de femmes ait accès à l'AMP, il faut qu'elles fassent une reconnaissance conjointe préalable. C'est pas vraiment une reconnaissance comme peut le faire un homme pour son enfant. C'est dire qu'elles s'engagent dans un projet parental et qu'elles s'engagent à établir la filiation à l'égard de cet enfant. Et c'est ce document qui ensuite leur permettra, alors d'avoir accès à l'opération médicale d'assistance médicale à la procréation, premièrement, et une fois que l'enfant sera là, de pouvoir établir la filiation à l'égard de celle qui n'a pas accouché de l'enfant. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ces précisions. Je vais revenir vers… D'accord, merci Florent. Je vais revenir vers Béatrice, et on va refaire un petit zoom sur la transparentalité. Pardon pour ce néologisme. Aujourd'hui, on a 3 générations qui cohabitent dans le monde du travail. Les autour de 20, dont je ne suis plus,
mais que je connais, les autour de 40, dont j'ai été et que je connais, et les autour de 60, dont Béatrice et moi sommes les dignes représentants dans ce séminaire, dans ce webinaire. Aujourd'hui, les sujets de la transidentité et de la transition de genre sont de plus en plus présents dans l'entreprise, sont souvent accompagnés, mais qu'est-ce qui se passe lorsque une entreprise a connu un papa ou une maman et aujourd'hui je vais aller par opposition de genre en simplifiant, a une collaboratrice et un collaborateur? J'allais dire, en fait, aujourd'hui, ça progresse quand même beaucoup, et c'est ça par rapport, en effet, en fait, que j'appartiens à une vieille génération maintenant, et que j'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir connaître tout ça. Donc, en fait, alors moi, je connais pas trop comment ça se passe, mais je sais que maintenant, et en tout cas, notamment dans les plus grosses boîtes, qui d'ailleurs, pour beaucoup, ont signé, alors je sais pas si vous connaissez, enfin, toi, Nicolas, tu connais, mais l'autre cercle, qui est véritablement une association que je trouve extraordinaire, qui veut vraiment lutter contre l'invisibilité de l'homosexualité et de la transidentité dans les entreprises, qui fait signer des contrats, des espèces de contrats avec l'entreprise pour justement favoriser cette pour résumer, visibilité. pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'Autre Cercle est une association qui a été créée en 1997, dont la mission essentielle est d'œuvrer pour l'inclusion de toutes et toutes les personnes LGBTQI+, dans le monde du travail, avec depuis 2013 l'existence d'une charte d'engagement qui est signée par les entreprises et je le rajoute au-delà de la présentation, doit également s'accompagner d'actions effectives au-delà de la simple signature pour que réellement cet engagement soit visible de ses collaboratrices et de ses collaborateurs. Alors, c'est exactement ça. Et simplement, je voudrais quand même compléter qu'avec cette association qui réalise tous les 2 ans un baromètre LGBT, et le dernier vient de sortir, et il est quand même assez frappant parce qu'en fait, il montre que dans les entreprises qui ont signé cette charte, ça progresse. La lutte contre l'homophobie, la transphobie, l'inclusivité, pour l'inclusivité, mais on voit quand même que sur 2 ans, il y a des endroits, il y a des postes, des items où ça progresse pas vraiment, et même dans les entreprises qui n'ont pas signé la charte, il y a même des régressions en termes d'homophobie et de transphobie. Donc voilà, c'est un combat qui continue. Et puis pour vous donner un petit exemple, me concernant, on va revenir un petit peu en arrière, c'est qu'en fait, on remonte simplement à 4-5 ans, oui, pour moi, 4-5 ans. Donc Radio France, par exemple, qui est quand même une grosse boîte, et une grosse boîte qu'on peut considérer comme plutôt ouverte, il n'empêche que moi, à l'époque, j'étais médiateur ou médiatrice, en tout cas masculin, donc médiateur des antennes de Radio France. Et en fait, je me voyais mal en train de faire mon coming out, alors que tout le monde me connaissait forcément en tant que médiateur, connaissait Bruno. Du jour au lendemain que Bruno devienne Béatrice, du jour au lendemain de pantalon, je passe à jupe. Je me suis dit, avec toujours un petit peu mon côté intérieur un peu timide, si je suis journaliste, je le suis moins, mais il n'empêche, voilà, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Or, quand j'ai vraiment, je suis parti dès que j'ai pu à la retraite. Officiellement, je suis à la retraite, mais j'ai 10 000 activités, donc voilà. Mais je suis parti à la retraite, et évidemment, j'en ai parlé tout de suite à la PDG avec qui je m'entendais bien, Sybille Veil. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle a pris la décision de signer la charte LGBT, qu'elle m'a invité à faire une conférence devant tous les salariés. Bon, évidemment, les 5 000, 4 500 à 5 000 ne sont pas venus, mais ils ont pu suivre, en tout cas, par exemple, en région, en visio. Et puis, on a fait cette réunion. C'était pris sur le temps de travail, donc c'est aussi une très belle chose. Et ça m'a permis finalement d'expliquer la transidentité, d'expliquer, parce que la plupart des salariés ne savaient pas ce que c'était, ce que ça représentait. Et donc, ça a permis déjà de visibiliser, entre guillemets. Et dans la foulée, Sybille Veil a créé un poste de référent, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je serai à Radio France. Donc, c'est un peu bête, parce qu'en fait, j'aurais bien aimé ne pas quitter tout de suite ce poste que j'adorais, qui est certainement le plus beau de ma carrière.
Aujourd'hui, je serais dans cette situation, eh bien, je pourrais me concerter avec ce référent qui mettra en place, j'allais dire, une petite équipe, notamment et avec des gens venant de l'extérieur aussi, d'entreprises qui ont déjà connu cette situation, pour, avec mon équipe, en parler, pouvoir commencer en fait cette transition sociale et ensuite l'étendre à l'ensemble de la société. Évidemment, une fois qu'on est appuyé, qu'on a un accompagnement, évidemment, c'est plus facile et j'aurais pu le faire et je l'aurais fait parce que finalement, ce coming out, je l'ai fait après et j'ai prévenu tous mes amis professionnels après et finalement, ça s'est super bien passé à quelques exceptions près. Et puis bon, je n'ai pas trop le temps de le développer, mais avec quand même quelque chose que j'ai remarqué qui est, enfin, ça me fait toujours sourire parce que c'est vraiment une révélation que j'ai eue en tant que femme trans. C'est qu'en fait, quand j'ai fait mon coming out, ensuite j'ai sorti mon livre, j'ai reçu plein de messages via Messenger, puisque je suis sur Facebook. Et en fait, à 90-95%, les messages émanaient tous, que ce soit de gens qui me connaissent ou de gens qui ne me connaissent pas, de femmes. Et en fait, c'est là que j'ai constaté qu'il y avait vraiment quelque chose quand même d'extraordinaire, qu'on vit toujours finalement dans cette société qui évolue, hein, et c'est bien, mais on vit toujours quand même dans une société où le virilisme domine, où le machisme domine, avec le fait qu'un homme, même s'il est bienveillant à l'égard de la transidentité, ne peut pas comprendre, et parmi des amis très proches, hein, d'ailleurs, j'en ai discuté avec eux, n'arrive pas à comprendre qu'un homme, alors je ne vais pas dire devenir, parce qu'on estime qu'on ne devient pas femme, puisqu'on l'a toujours été, mais qu'un homme soit socialement, voire physiquement, en effet, une femme. Et ça, pour la plupart des hommes, c'est impossible. Et c'est toujours référence, évidemment, au pénis et au fait pour eux, c'est vraiment le syndrome de la castration et le fait qu'on ne puisse pas comprendre que quelqu'un qui était, je dis ça en rigolant, évidemment, dans la partie des maîtres du monde, puisse rejoindre le sexe dit faible. Et ça, c'est vrai que c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, ce qui explique, en fait, alors évidemment, les transphobies violentes, hein, qui émanent quasiment toujours d'hommes, et la transphobie violente qui ne concerne quasiment que les femmes trans. Un homme trans, en général, ne l'est pas agressé. Donc voilà, je termine là-dessus, mais je trouve que ce sont des points qui sont intéressants à connaître et à vraiment mettre en exergue. Merci pour ce témoignage qui est extrêmement sensible et issu de ton expérience. Moi, je voudrais vous apporter un complément d'information plutôt à destination des entreprises. Alors, c'est une information question. Il y a quand même un petit sujet à traiter sur l'évolution de la prise en considération de toutes les parentalités. C'est quand un collaborateur et à un moment donné une collaboratrice, ou qu'une collaboratrice est un collaborateur, et que ces personnes avaient des enfants, et que ces enfants étaient identifiés dans des systèmes sociaux, de CE, de mutuelles et tout, de l'entreprise, de faire en sorte que ces enfants puissent être naturellement, puissent passer de un il et elle comme parents à un il et il ou un elle et elle. C'est aujourd'hui quelque chose qui, à mon avis, peut encore évoluer dans le monde du travail. Alors, les minutes tournent, on arrive à faire avancer la société petit à petit. On a du mal à ajouter une 61e minute dans une heure, donc on a encore du travail. Est-ce que vous avez encore des questions? Je vois qu'il y en a une qui est en cours de préparation. Sinon, Nicolas, si je peux me permettre, j'ai vu qu'il y avait une question sur le problème de parentalité trans qui me semble intéressante parce qu'en fait, notamment, il y a une référence récente concernant Claire, qui est une habitante de Montpellier et qui a enfin eu, je crois, c'est au bout de 8 ans de combat juridique, la reconnaissance pouvoir être mise sur l'acte de naissance de sa fille, qui a été réalisée de cette façon-là, c'est-à-dire, comme dit Alexandra, de manière classique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une femme trans, mais qui n'avait pas encore eu de vaginoplastie, et qui a donc pu faire en sorte que sa femme cis soit enceinte, sauf que la justice lui refusait en effet le titre de mère, puisqu'elle a changé d'identité après la naissance de sa fille, et sa femme cis évidemment acceptait que les deux soient reconnus comme mères, sauf que la justice, la seule réponse qu'elle donnait à l'époque, c'était de dire
Ben d'accord, ok, mais il faut que vous adoptiez votre fille. Ce que je trouve alors là horrible, ignoble, comment un parent, comment on peut l'obliger en fait à adopter son propre enfant. Donc en fait, c'est allé devant le tribunal de Montpellier, qui a d'ailleurs donné cette précision. Ensuite, il y a eu la cour d'appel de Montpellier qui n'est pas allée beaucoup plus loin. C'est ensuite allé à la cour de cassation qui a cassé tous les jugements avec un procureur qui était plutôt bienveillant. C'est reparti à la cour d'appel cette fois-ci de Toulouse. Et il y a quelques mois, Claire a enfin réussi à obtenir le fait qu'elle soit reconnue comme la seconde maman. Et ça, c'est une belle victoire. Alors, petite précision peut-être, Anne-Sophie, ça fait pas forcément jurisprudence. Non. Alors, deux petites précisions. Humainement, c'est vrai que ce qu'a vécu Claire, c'est terrible. Après, il faut comprendre à quel point cette nouvelle forme de parenté bouscule ce qui existe. Dans le droit, à tort ou à raison, et ça peut évoluer, la mère, c'est celle qui accouche. Alors, il y a deux exceptions lorsqu'il y a une adoption par un couple de femmes, puisque aucune des deux n'a accouché, évidemment, et les deux sont mères, et puis avec l'ouverture de l'AMP au couple de femmes. Mais elles sont considérées comme des exceptions. Le principe, c'est que on a une conception sexuée de la parenté, et on a une mère qui est forcément une femme, qui est forcément celle qui accouche. Et là, quand on a une femme qui conçoit un enfant avec ses spermatozoïdes et qui n'accouche pas de l'enfant forcément, eh bien, le droit, il est perdu, il ne sait pas faire. Alors, ce qui est regrettable, c'est que on ne se débrouille pas pour faire avancer les choses. Mais après, il faut bien comprendre qu'on a des règles qui ont été conçues dans un système tellement différent que là, elles ne sont plus adaptées à cette situation. Alors, la Cour d'appel de Toulouse a permis que Claire soit reconnue comme la mère de l'enfant. C'est un premier pas, c'est un premier pas très important, mais ça n'est qu'une décision d'une cour d'appel et il faudrait que la législation soit modifiée pour qu'on ait des certitudes sur la manière d'inscrire la filiation de l'enfant dans ces hypothèses. Eh ben, merci Anne-Sophie, merci en même temps Florent et Béatrice. Et on a au moins une certitude, c'est qu'aujourd'hui on a un peu plus avancé sur ces sujets, on a un peu plus partagé les bonnes pratiques qu'il y avait dans certaines de nos entreprises, comme la Société Générale, dont Patrick vient de faire un message que vous voyez, comme Sanofi et comme la mairie de Paris et autres. On a un peu plus compris aussi qu'il fallait faire évoluer notre vision de la société dès l'enfance, expliquer que une famille, c'est pas uniquement papa et maman, que ça peut être d'autres modèles, que ce papa peut un jour être elle, ou que cette maman peut un jour être il, et que tout ceci existe sans pour autant faire du prosélytisme pour que chacun et chacune devienne ce qu'il n'est pas. C'est juste que chacun et chacune est libre d'être ce qu'il est. Moi, je vous remercie tous les trois. Anne-Sophie, parce que finalement, le droit, c'est pas si compliqué quand vous l'expliquez. Florent, parce que être papa, ça me semble pas impossible. J'aurais peut-être dû essayer. Et Béatrice, parce que on peut être une grand-mère formidable après avoir été un papa aimé de ses enfants. Et je voudrais vous remercier vraiment tous les trois pour les messages que vous avez passés. Évidemment, merci à vous qui nous avez suivis. Vous disposerez de tout sur la chaîne YouTube et sur l'excellent site internet tetuconnect.com. Il y aura un article d'ailleurs qui sera fait à l'issue de ce webinaire. Là, nous allons rentrer dans un mois, dans les mois d'été. Avant, près de chez vous, ou que vous soyez en France, il y aura certainement une marche des fiertés qui s'appellera peut-être la Pride ou encore un autre nom. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à aller marcher. C'est bon pour la santé et puis c'est bon pour les personnes qui sont représentées dans ces marches et pour faire avancer leurs droits. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez un bel été.
et soyez heureux. Merci à bientôt. beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Ouais, merci à toutes et à tous.